Bien le bonjour à tous. On va commencer. Visiblement, je vois qu'il y a le petit carré bleu pour à peu près tout le monde, donc j'ai l'impression que tout le monde peut voir le slide. Si jamais vous avez un souci pour le visualiser, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on essaiera de vous aider. Mais a priori, j'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Donc on est ensemble pour environ une petite heure. Pas hésiter à intervenir si jamais vous avez des questions. Le but c'est que je garde un petit peu de temps aussi en fin de webinar pour justement échanger avec vous si vous avez des sujets, des questions. Et puis bien sûr, si après vous voulez qu'on échange plus longuement sur un sujet sécurité, on pourra se recontacter et en discuter ensemble. Alors rapidement, une petite présentation. Je m'appelle Alexandre Marguerite, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information. Donc je fais essentiellement des missions d'audit, de conseil et d'architecture autour de la sécurité informatique. Et du coup, évidemment, le sujet du moment étant le RGPD, je suis directement impliqué sur des projets de ce type. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Après, moi, je suis pas spécialement axé que sur le scope données personnelles, mais également sur le scope data en général et sécurisation de la donnée de l'entreprise en général. Donc c'est pour ça qu'on va aussi en profiter pour élargir et pas uniquement parler de la donnée personnelle qui est directement concernée par le RGPD, mais parler de la sécurité de l'entreprise au sens large et bien sûr en faisant un focus sur cette partie RGPD. Donc on co-organise ce webinar entre CompuFirst et Devensys. Le but étant que nos deux sociétés qui sont partenaires de longue date vous accompagnent en fait sur des projets à valeur ajoutée avec les équipes de CompuFirst qui vont être capables de comprendre vos besoins, monter des architectures grâce aux différents partenariats constructeurs qui soient adaptés sur les dernières technologies. Donc vraiment vous conseiller, monter des architectures qui correspondent aux besoins avec les bonnes solutions, les dernières technologies du marché. Et puis Devensys qui va pouvoir vous accompagner en fait sur la partie mise en place de la solution, donc accompagnement, service, formation, etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est deux sociétés qui travaillent très très bien ensemble aujourd'hui et on vous accompagne sur différents projets et aujourd'hui, on va parler de RGPD ensemble. Donc voilà quelques exemples de prestations de services qu'on peut réaliser ensemble. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des projets. Alors on va parler RGPD et le gros sujet de la RGPD, c'est vraiment la donnée personnelle. Je mets en mute les gens, voilà, ce sera plus simple. Donc le gros sujet RGPD, c'est vraiment la donnée personnelle. Je pense que vous en avez tous un petit peu entendu parler parce que ça fait quand même des mois qu'on nous parle beaucoup du RGPD. Mais je voulais refaire un petit tour d'horizon dessus parce que on en dit beaucoup de choses, mais en fait on ne sait pas toujours où aller. Donc on va parler effectivement dans le RGPD de données personnelles. Qu'est-ce que c'est une donnée personnelle? En fait, dans la définition du RGPD, c'est vraiment une donnée qui va permettre d'identifier une personne physique. Et c'est là où c'est délicat et c'est là où il y a deux volets dans le RGPD. Il y a vraiment un volet sécurité informatique qui va être mon métier et le métier de la DSI. Et puis il y a vraiment un volet juriste où là il va falloir travailler avec service juridique de l'entreprise et puis des juristes pour savoir où s'arrête le scope. Mais c'est pour ça aussi qu'on va en discuter et le but c'est d'élargir un petit peu au RGPD parce que quand on va parler de sécurité, ça serait dommage de s'arrêter à la sécurité uniquement de la donnée à caractère personnel et de pas aller sécuriser toutes les autres données de l'entreprise, que ce soit les données R&D, les données comptables et ainsi de suite. Toutes ces données-là qui ont également de la valeur dans l'entreprise, pourquoi s'arrêter à la sécurité de la donnée personnelle? Mais sinon, dans le cadre du RGPD, sachez que voilà, une donnée personnelle, c'est vraiment une donnée à laquelle on peut rattacher une personne physique.
Après, évidemment, cette donnée elle a un niveau de criticité hein, en fonction des informations qu'il va y avoir dessus. Évidemment, si vous avez juste un nom-prénom, c'est pas la même chose que si vous avez l'historique médical complet de la personne associé à ce nom-prénom. Donc, il va y avoir aussi cette notion de sensibilité de la donnée qui va être possédée, qui va être stockée et qui va être traitée. D'ailleurs, dans le RGPD, on parle beaucoup en fait de traitement de la donnée personnelle. Donc ça va être toutes les opérations que vous allez faire sur cette donnée personnelle. Donc que ce soit de la collecte, de l'enregistrement, du traitement, du prédictif dessus, juste du stockage, de la conservation. Donc il y a vraiment cette notion de traitement. Et dites-vous que c'est toute opération que vous faites sur la donnée personnelle. En fait, à partir du moment où vous possédez de la donnée personnelle, vous pouvez considérer que vous êtes dans du traitement de la donnée personnelle. Après, là aussi, il va y avoir des échelles dans le RGPD. Évidemment, si vous faites du traitement massif, prédictif, en vous basant sur de la donnée personnelle, vous êtes un sujet bien plus sensible que si vous stockez juste de l'archive pour des raisons légales de données personnelles. On n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Alors, l'idée c'est quoi? Puisqu'on parle de traitement de la donnée personnelle, on en entend beaucoup parler, on parle d'amendes assez élevées. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est l'idée de ce fameux règlement européen de protection des données personnelles? En fait, l'idée c'était que historiquement en Europe, chaque pays faisait un petit peu sa sauce. Nous, on a eu la loi informatique et liberté, la CNIL qui veillait à ce qu'on protège un minimum les données personnelles des citoyens français. Et là, en fait, ils se sont dit, non, il faut uniformiser les règles au niveau européen, on va essayer de protéger plutôt les citoyens européens, et on va essayer de faire un règlement qui s'appliquera aux pays européens et aussi aux pays étrangers à partir du moment où ça concerne des données de citoyens européens. Donc en fait, la démarche, et c'est là qu'il faut bien comprendre l'objectif du RGPD pour bien comprendre où on va, pour bien comprendre ce qu'on en fait, pour bien comprendre comment on sécurise. L'objectif, c'est pas de mettre des amendes à des entreprises européennes. L'objectif, c'est de protéger le citoyen européen autour de sa donnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde, la tendance est d'avoir numérisé des quantités astronomiques de données personnelles, que ce soit pour du marketing. C'est vrai que si on regarde la tendance en termes de marketing, bah, c'est de faire du marketing prédictif, donc de vous proposer par exemple bah, des produits sur un e-commerce qui pourraient correspondre à vos envies parce que il y a un historique de données qu'on a sur vous qui permet de se dire que potentiellement vous allez être dans une démarche où vous allez avoir envie d'acheter tel ou tel produit. Et donc ça, c'est du traitement massif. On a énormément de données médicales maintenant qui est numérisée, tous les laboratoires, les hôpitaux et ainsi de suite. Euh, il y a toute la partie réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a énormément d'informations aujourd'hui. Et cette information, elle a une valeur pour les entreprises puisqu'elle sert énormément en termes de market et en termes de business. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est retrouvé face à une situation où il n'y avait pas vraiment de cadre. Et si vous vous placez vous-même en tant que citoyen européen, vous vous dites, bah, c'est vrai que des fois, ça fait presque peur, hein. On se dit, waouh, ce site, il me propose des produits, c'est vraiment super. Par contre, il sait quand même beaucoup de choses sur moi. Alors, comment c'est géré? Qui va avoir ces informations? Et donc l'idée, c'était de se dire, le but, c'est pas d'empêcher les entreprises de travailler sur de la donnée personnelle. Le but, c'est pas d'empêcher Amazon de vous proposer le dernier produit à la mode parce que vous avez visité tel et tel site avant, que vous avez vu tel ou tel produit. C'est pas ça. Donc l'objectif n'est pas d'empêcher les entreprises de travailler autour de la donnée personnelle. Le but, c'est de s'assurer que ces entreprises qui travaillent autour de la donnée personnelle le font convenablement et que donc le citoyen européen qui indirectement a confié de la donnée à ces entreprises, donc par utilisation des sites, validation des formulaires, d'utilisation des cookies, et ainsi de suite, lorsqu'ils sont enregistrés, ces entreprises derrière, elles font pas n'importe quoi. L'idée, c'est quoi? C'est de vous dire, c'est pas parce que demain vous allez faire une analyse médicale sur le laboratoire à côté de chez vous, donc vous allez leur confier de la donnée médicale santé sur vous-même et vous en avez besoin, euh,
Vous n'avez pas envie que ça fuite dans la nature et que demain, quand vous allez tenter d'ouvrir un contrat mutuel chez X ou Y, et bien en fait, il se trouve que vu que les données médicales du labo, elles ont fuité, bah, toutes les mutuelles, elles ont déjà vos données de santé, et du coup, ils vont vous refuser le contrat mutuel, ils vont vous refuser tel ou tel niveau de service, parce qu'ils savent qu'en fait, vous êtes une personne à risque par rapport à vos usages. Ou bien ils vont voir que vous consommez beaucoup tel ou tel produit, et donc vous pouvez présenter un risque, et ils vont vous refuser des soins de santé, des choses comme ça. Donc, le but du RGPD, c'est d'éviter de vous retrouver dans cette situation, c'est-à-dire d'éviter de se retrouver dans un cas où ben, j'utilise des services, qu'ils soient des services physiques ou des services sur Internet, on va numériser de la donnée sur moi-même et ça va présenter un risque pour moi en tant que citoyen de fuite de cette information qui pourrait me porter préjudice ensuite. Donc le but, c'est de dire toute entreprise qui traite de la donnée personnelle de citoyens européens, il faut qu'elle fasse attention à cette donnée. Voilà, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut réfléchir à comment on traite cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on la stocke, comment on la sécurise, parce que il ne faut pas que le citoyen européen soit une victime de ce traitement. Il faut que ça apporte du business, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que le citoyen soit une victime. Donc il faut bien replacer le contexte du RGPD. On n'est pas là, enfin l'Europe n'est pas là pour mettre des amendes stratosphériques à des entreprises françaises pour le plaisir de mettre des amendes à des entreprises françaises ou européennes. Le but, c'est de faire prendre conscience à tout le monde qu'on ne peut pas stocker massivement de la donnée personnelle de citoyens européens, ne pas du tout sécuriser ça, et puis être complètement impuni. Et ça, je pense que tout le monde est assez d'accord avec ce sujet-là. Chacun, en tant qu'utilisateur de différents services qui ont de la donnée sur nous, on se dit c'est vrai qu'on aimerait bien qu'ils fassent un minimum d'efforts de sécurisation. C'est généralement aussi des sociétés qui peuvent gagner assez bien leur vie grâce à nos données. Et du coup, on a envie qu'ils mettent un petit peu de budget en sécurité et qu'ils fassent attention que ça fuite pas parce que ça peut être assez gênant. Donc c'est dans cette démarche que ça a été fait. Et du coup, il y a quelques points clés. L'idée, c'est quoi? C'est de s'axer, comme on disait, sur le citoyen européen, donc sur la donnée personnelle du citoyen, peu importe où elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des entités qui sont étrangères à l'Union européenne, mais qui traitent des données de citoyens européens, ces entreprises sont bien concernées par le RGPD. C'est valable également si vous êtes une société, par exemple française, mais que vous avez, j'en sais rien, vous externalisez certains services dans des pays étrangers, peu importe la raison, et que du coup vous exportez des données personnelles dans ces pays étrangers pour du traitement, euh, bien sûr que vos entités étrangères sont concernées par le RGPD. Donc ça, il faut bien y faire attention. La limite n'est pas sur le territoire, mais elle est bien sur le type de données et quand il s'agit de citoyens européens. Ensuite, ils ont mis des sanctions parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est bien beau de demander des déclarations CNIL, de demander de faire attention au niveau de la donnée, mais en fait, si on ne met pas de sanctions, personne ne le fait. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes tous inscrits au webinar, c'est certainement en partie parce que vous avez vu marqué à un moment 4% du chiffre d'affaires mondial, 20 millions d'euros, et vous avez fait un rapide calcul dans votre tête, vous vous êtes dit, ouh là, il faut peut-être que je m'occupe de cette notion de RGPD. Et je pense que clairement, s'ils n'avaient pas mis cette notion de sanction, eh bien, on ne serait pas en train d'organiser un webinar aujourd'hui, vous ne seriez pas en train d'y assister, et du coup, le règlement, il servirait très peu parce qu'en fait, il serait très peu mis en application. En revanche, là, le fait de mettre cette potentielle sanction très élevée fait que les entreprises sont obligées de prendre conscience du risque sur ces données et de faire quelque chose par rapport à la sécurité de ces données. Alors, même chose au niveau de la sanction. Le but n'est pas de mettre systématiquement 4% du chiffre d'affaires mondial en malus en cas de non-respect. Le but, c'est de pondérer tout ça. On va voir qu'il faut, dans le RGPD, mettre un certain nombre de mesures en place. Et l'idée, c'est que si vous n'avez strictement rien fait, donc imaginons que vous êtes dans un cas où vous faites du traitement massif, prédictif, sur de la donnée personnelle, en plus avec des informations médicales, et qu'il y a une fuite de données derrière, et qu'il se trouve que vous n'aviez rien sécurisé, vous n'aviez fait aucune démarche en rapport avec le RGPD,
Visiblement, il n'y avait aucune volonté de faire une quelconque attention à la sécurité de ces données et c'était pas du tout dans vos critères, vous avez vraiment rien investi dessus, etc. Là, vous allez être au maximum de la sanction, évidemment. En revanche, quelqu'un qui a fait de gros efforts de sécurisation, et qui est clairement dans une démarche, même si c'est peut-être pas encore parfait, ben peut-être qu'il aura pas de sanction du tout, ou une sanction assez faible, parce qu'il montre qu'il est concerné par les données personnelles des citoyens européens, il y fait attention à son niveau, au niveau du type de données qu'il maîtrise, et donc voilà, il ne faut pas se dire que parce que vous perdez les données RH de quelques employés dans un cas de force majeure, vous allez prendre 4% du chiffre d'affaires en amende. Il faut relativiser. Voilà. L'idée, c'est de responsabiliser et du coup de mettre un responsable du traitement, de faire prendre conscience à toutes les personnes de l'entreprise qui vont manipuler de la donnée personnelle que c'est de la donnée sensible, au même titre que ça pourrait être de la donnée R&D, de la donnée comptable et ainsi de suite, et de faire prendre conscience des sous-traitants. C'est-à-dire que dans le RGPD, attention, ça c'est un point très important, on ne peut pas se cacher derrière un sous-traitant. On ne peut pas dire ah mais c'est pas moi, moi la partie donnée personnelle que j'héberge, je l'ai sous-traitée à telle ou telle société. Du coup c'est eux qui ont un incident, moi j'y suis pour rien. Non, vous êtes responsable de vos sous-traitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une société spécialisée dans le marketing bah, pour faire des campagnes publicitaires sur votre entreprise, et que donc vous leur confiez bah, des bases de prospects, de la donnée personnelle, vous leur confiez de la collecte de données, des campagnes marketing et ainsi de suite, vous êtes responsable de cette société. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que cette société à qui vous avez confié des données de citoyens européens, ben, pareil, elle est compliant RGPD, elle fait le nécessaire pour sécuriser l'information, et donc vous avez bien fait de confier à cette société-là parce qu'elle est sérieuse. Et là aussi, le but, c'est de responsabiliser sur l'usage de sous-traitants, que vous ne sous-traitiez pas à n'importe quelle société qui fait n'importe quoi des données, mais bien à quelqu'un qui est sérieux et qui peut montrer qu'ils vont le faire comme il faut. Donc typiquement, j'en sais rien, si vous demain vous voulez utiliser un CRM en ligne, par exemple vous choisissez la solution Dynamics de Microsoft, eh bien il faut vous assurer que vous pouvez confier dans votre CRM une base de données client qui contient donc de la donnée personnelle à la société Microsoft sur le produit Dynamics parce que c'est sérieux et c'est compliant RGPD. Donc clairement, quand on énonce ça, on se dit ouais, c'est plutôt pas mal parce que Microsoft, ils font clairement des efforts en sécurité, ils ont clairement des engagements à ce niveau, on va pouvoir le vérifier, on va pouvoir faire attention. Maintenant, si vous confiez ces données à un produit CRM complètement inconnu euh, et ainsi de suite, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez bien demandé les engagements de sécurité à cette société qui s'occupe de votre CRM? Qu'est-ce qu'ils ont fait en matière de sécurité? Est-ce qu'ils sont bien compliant par rapport au RGPD? Si tout ça c'est respecté, il n'y a aucun souci à sous-traiter euh, à cette entreprise. Donc ils ont bien étendu aussi la notion de données personnelles, hein, comme on le disait, c'est vraiment tout ce qui peut se rapporter à une personne physique. Alors attention, il y a des choses, ils ont vraiment étendu, hein. Il y a eu gros débat et par exemple une adresse IP, ils ont considéré que ça pouvait être une donnée personnelle. Donc si vous avez des informations rattachées à une IP et que cette IP, on peut par un moyen réaliste remonter à la source de la personne, alors il considère que cette IP est le moyen de rattacher à une personne physique et que donc tout ce qui est rattaché à cette IP, c'est de la donnée personnelle. Donc attention à ça, il y a vraiment des informations qui peuvent rentrer dans de la donnée personnelle et auxquelles on pourrait ne pas penser au début. C'est là où il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'un juriste pour bien cartographier et bien analyser qu'est-ce qui est données personnelles de qu'est-ce qui ne l'est pas. Après, moi j'ai envie de dire de manière générale, dites-vous que tout ce qui est données d'entreprise doit être sécurisé derrière, et donc partez de ce principe-là, et déjà vous allez faire un gros pas en avant d'un point de vue RGPD. Alors après, d'un point de vue purement droit, hein, il y a la notion de droit à l'oubli, droit à la portabilité des données, c'est-à-dire que le citoyen va avoir des droits sur ces données. Donc il va avoir le droit qu'on efface ces informations. Alors attention, c'est pas parce qu'il va demander que vous effaciez ces infos que vous allez devoir le virer de votre base client. Simplement, il a le droit qu'on efface ces informations lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. C'est-à-dire que tant qu'effectivement vous avez besoin de ces informations,
il aura beau vous demander de les effacer, vous n'allez pas les effacer, hein. Imaginez, vous êtes en contrat opérateur avec Orange, et vous demandez à Orange d'effacer toutes les informations qu'ils ont chez vous. Ben non, c'est pas possible. Vous êtes en contrat avec Orange. Ils ont besoin de ces informations pour le contrat. Par contre, effectivement, le jour où vous n'êtes plus en contrat avec Orange, vous ne souhaitez plus être démarché par Orange, il n'y a plus aucune raison, vous n'êtes plus abonné à aucune newsletter ou autre, là potentiellement, vous avez le droit à l'oubli, et Orange devrait effacer vos données. Et puis droit à la portabilité, vous avez le droit de savoir en fait quelles informations sont dessus. Alors ça, c'est plus des choses qu'il faut mettre en place côté juridique que côté informatique, vous voyez par exemple. Pareil, besoin d'un consentement explicite. Il faut que le citoyen européen soit informé sur les données personnelles qu'on va collecter sur lui et qu'est-ce qu'on va en faire. Là, pareil, attention, c'est vraiment côté juridique. Ça veut dire qu'il va falloir revoir toute la partie contractuelle de collecte d'informations euh, pour bien prévenir le citoyen européen et que ce soit justement explicite et non ambigu. Là où ça commence à nous intéresser, par contre, c'est que ben ils vont vous demander de notifier les fuites, ils vont vous demander de sécuriser ces données. On va en reparler, mais il y a de la notion de security by design, security by default. Et là, c'est vraiment de la notion informatique, où vraiment on va rentrer dans le vif du sujet. On va dire il faut mettre tous les moyens techniques en place pour sécuriser l'information, et il faut notifier des fuites. C'est-à-dire qu'il faut être capable de détecter qu'il y a eu fuite d'informations, et on est obligé de prévenir toutes les personnes qui ont eu fuite d'informations. Donc là aussi, le but c'est que l'entreprise prenne un coup en termes d'image si jamais elle ne fait pas attention et que le citoyen européen soit prévenu que sa donnée est en train de se balader dans la nature. Donc il y a vraiment cette notion de fuite de données euh, qui doit être prévenue, on doit notifier les gens, attention, on a peut-être eu un incident de sécurité, votre donnée personnelle est peut-être dans la nature, voilà le type d'information qu'on avait sur vous, et ça a fuité. Et du coup, il y a vraiment la notion derrière de sécurisation de ces données, d'un point de vue technique, d'un point de vue informatique, contrôler piratage et ainsi de suite. Ils ont simplifié avec un guichet unique, une seule autorité. Là aussi, ça c'est dans une démarche de simplification. Et puis les transferts frontaliers, on en a déjà un petit peu parlé. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu les grands termes, les grands thèmes du RGPD? Ça vous donne un panorama en fait de ce qu'il va falloir que vous fassiez en termes de protection des données. Et là aussi, c'est à pondérer en fonction du type d'information. Euh, c'est là que c'est assez important, c'est les deux premières parties, c'est gouvernance, gestion des risques. C'est que il va falloir identifier quel type de données personnelles vous avez, à quoi elle sert et quel est le risque dessus. Voilà. Et là, dites-vous bien que si vous êtes sur de la donnée sensible, donc j'entends par là des choses comme du médical et ainsi de suite, ou des données vraiment type usage qui servent à faire du prédictif sur vos comportements et qui vont être capables par exemple de déterminer vos actions futures parce que vous avez du prédictif. Imaginons une société qui va faire du prédictif sur vos comportements pour essayer de prédire comment vous allez voter à la prochaine élection. Là, on est sur de la donnée sensible. Dès qu'on est sur du prédictif comportemental et qu'on peut tenter d'estimer ce que vous allez faire dans le futur, c'est de la donnée sensible. Si on est sur de la donnée de santé, on est sur de la donnée sensible. Donc plus la donnée est sensible, plus il va falloir mettre le paquet en termes de sécurité. Pareil, plus la donnée est massive, bah, plus le risque, on parle en phase de gestion de risque, hein, plus le risque va être grand. Et dans ce cas, il va falloir mettre le paquet en termes de sécurité. Donc tout ce qui est automatisation, traitement massif, données sensibles, et puis évidemment si on cumule, on met le paquet. Tout ce qui est après données où le but c'est de l'archivage légal, où c'est de la donnée minime personnelle, on sait exactement pourquoi on l'a, elle est en quantité limitée, on fait pas de gros traitement massif dessus. C'est de la donnée qui n'est pas hyper sensible. Il faut quand même mettre de la sécurité, il faut savoir qu'elle est là, mais évidemment, on met pas le même niveau en face, hein. On est bien d'accord. Le but c'est de faire prendre responsabilité sur ces données-là. Donc il y a vraiment une partie audit qu'il va falloir faire pour essayer de cartographier où est la donnée personnelle que vous stockez, que vous traitez, et quel est le risque en face. Évidemment, plus vous avez de la donnée sensible, plus il va falloir faire
ce qu'on appelle un PIA. Donc c'est un Privacy Impact Assessment qui va permettre de faire une analyse de risque en cas de fuite de données et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le risque pour le citoyen européen? Quel est le plan d'action? Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on doit mettre du coup comme niveau de sécurité en face par rapport à ce risque? Plus la donnée est peu sensible, peu massive, peu traitée, moins on a besoin d'aller faire ce PIA, parce qu'évidemment le risque est beaucoup plus faible, il est très facile à faire, on n'a pas besoin de déployer un plan de gestion de risque, on le voit de suite, donc c'est au final assez simple. Il y a tout un volet droit, donc là c'est plutôt le côté, le penchant juridique qui va s'assurer que d'un point de vue contractuel, d'un point de vue historique, de stockage, d'un point de vue gestion, bah, tout est conforme avec la loi. Donc est-ce qu'on notifie bien la personne sur le type d'information, sur la manière de collecter, sur la durée de stockage, est-ce qu'on pense bien à retirer les données quand elles ne sont plus nécessaires et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette notion. Donc un bon exemple, c'est, j'en sais rien, si vous faites des statistiques sur la taille des gens, normalement vous ne devez pas avoir le poids. Parce que ça ne rentre pas dans le scope que vous en faites. Si l'objectif des données que vous avez, c'est de faire des stats sur la taille des gens, et que vous stockez massivement le poids de ces personnes, alors que à la fin du traitement et dans le traitement, il n'y avait aucun intérêt à avoir le poids, que vous le traitez juste parce qu'un jour ça peut peut-être servir, vous n'êtes pas conforme. Voilà. Il faut vraiment minimiser les données. Et donc là, c'est vraiment côté juridique qu'on va travailler ça. Est-ce que les données qu'on stocke sont conformes à ce qu'on veut en faire? Et est-ce que du coup c'est minimisé comme il faut? Est-ce qu'on a bien prévenu les personnes? Pareil, est-ce que l'historique, si c'est des informations qu'on a besoin sur les derniers mois mais qu'on en stocke 10 ans, on n'est pas conforme? Voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc il y a vraiment cette notion de droit. Euh, et par contre, sur le penchant informatique, qui est celui qui m'intéresse énormément, il y a vraiment cette notion de protection by design et by default. Et là, c'est vraiment côté informatique, c'est côté purement technique qu'on va faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que les données, là où elles sont traitées, là où elles sont accessibles, il faut vraiment traiter la sécurité comme quelque chose qui a été fait par design, c'est-à-dire que dès l'initialisation du projet, lorsque vous allez lancer, j'en sais rien, tiens, un nouveau projet de CRM, euh, il faut que by design, donc dès le début du projet, la sécurité soit partie intégrante. Et il faut qu'elle soit by default, c'est-à-dire que si on a plusieurs réglages de sécurité, par défaut, il faut qu'il soit maximal. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est, imaginons un réseau social où vous avez du coup la notion de profil privé, profil public et ainsi de suite. Security by default, ça veut dire que par défaut, si vous vous inscrivez sur le réseau social, il va falloir que le profil soit en privé le plus sécurisé possible. Et ensuite, c'est à l'utilisateur d'ouvrir éventuellement plus d'informations publiquement. Mais c'est pas le by default, tout est public et on va sécuriser ensuite. C'est by default, tout est sécurisé et on va ouvrir ensuite. Voilà, donc il y a vraiment ces deux notions. Et c'est là que la partie informatique et sécurisation informatique rentre énormément en jeu. Parce que on parle pas juste de trois cases à cocher sur un produit pour que l'utilisateur, ses informations soient publiques ou privées. On parle de sécurité au sens large, on parle de sécurité du périmètre, on parle de pare-feu, on parle de protection contre les attaques, on parle de système de gestion de droit, de système d'authentification forte. Est-ce que tout ça c'est adapté? Est-ce que quelqu'un peut voler de l'information sans qu'il y ait de traces, de manière impunie, ou est-ce qu'on a tout bien protégé? Donc que ce soit des personnes malveillantes, que ce soit même des employés peu sensibilisés, que ce soit du hacking, il faut vraiment sécuriser au sens large. Donc il y a vraiment un gros sujet à mettre en place sur tout ce qui est contrôle d'accès, gestion des droits et ainsi de suite. Typiquement, un des gros sujets sur le contrôle d'accès, c'est il ne faut surtout pas qu'il y ait de comptes génériques. C'est-à-dire que si à un moment vous avez de la donnée personnelle de citoyens européens accessible par des comptes génériques, j'en sais rien, le nom d'une société partenaire, mettons vous créez un compte à CompuFirst pour accéder à une partie de vos données, et le compte c'est CompuFirst, non, c'est pas possible. Si c'est Alexandre Marguerite qui doit y accéder, ben, le compte ça doit être Alexandre Marguerite et pas CompuFirst. Ça c'est hyper important parce qu'il faut qu'on identifie qui accède derrière des comptes nominatifs
seule cette personne doit avoir les accès, on doit pouvoir révoquer les accès à cette personne et ainsi de suite. On ne peut pas avoir un compte générique avec 20 personnes qui s'y accèdent derrière. Ça, c'est complètement hors RGPD. Du coup, il y a des vrais sujets informatiques à mettre en place derrière, des vrais sujets, par exemple au niveau authentification, au niveau mise à jour, au niveau pare-feu et ainsi de suite, on va en reparler. Euh, Parce que pour être dans la protection by design et pour être en adéquation avec la protection de ces données personnelles, il va falloir être très carré au niveau informatique. On va également avoir la notion de sous-traitant, on en parlait tout à l'heure. Euh, on ne peut pas juste déporter le problème sur un sous-traitant, on est responsable des sous-traitants. Et donc vous-même, si vous êtes sous-traitant d'autres sociétés, ils vont vous demander des comptes par rapport au RGPD. Typiquement, ben, nous, on fait de la prestation informatique pour nos clients. Potentiellement, on va intervenir sur des serveurs de base de données, on va intervenir sur des serveurs de fichiers, on va intervenir sur des zones potentiellement avec des comptes administrateurs sur lesquels il y a de la donnée personnelle. Donc, l'entreprise qui nous sous-traite ces tâches et qui nous laisse nous connecter avec ces comptes sur des zones où il y a de la donnée personnelle est responsable de nous. Et donc, nous, on doit montrer qu'en termes de sécurité, on fait extrêmement attention. C'est-à-dire que si on nous confie un compte d'accès, eh ben, on va l'utiliser juste pour faire nos actions d'administrateur. On va avoir des comptes nominatifs. On va pas le stocker chez nous n'importe comment, ce compte, si jamais on doit le stocker. Ou alors, justement, c'est un compte qui va être créé juste pour une intervention et qui va être révoqué derrière. Si jamais on a besoin d'un compte permanent pour de l'infogérance, eh bien, on doit montrer que ce compte, c'est des personnes humaines qui l'utilisent derrière, que la sécurité, elle est bien gérée, que c'est pas sur un post-it, sur notre bureau, n'importe comment, et ainsi de suite. Donc, on va devoir montrer, ben, voilà, notre politique de sécurité, comment on gère ça, et ainsi de suite. Ce qui fait que derrière, notre client peut se dire, bah ouais, je peux confier des missions à ce prestataire parce que ben, il est carré au niveau sécurité et il n'y aurait pas de problème sur de la donnée personnelle ou sur du vol de données personnelles venant de ce prestataire. À l'inverse, un prestataire qui fait pas du tout attention à la sécurité, qui met les mots de passe accessibles à tout le monde, qui embauche massivement du stagiaire et qui les laisse accéder à des comptes administrateurs en infogérance chez plein de clients qui contient plein de données personnelles, on n'est absolument pas compliant RGPD. Qu'est-ce qui dit que le stagiaire va pas faire un export de toutes les datas, se barrer avec, faire fuiter ces informations? C'est extrêmement dangereux. Et là, la société qui a choisi le prestataire est en partie responsable. Le prestataire aussi, bien sûr, hein, mais l'amende va être moitié-moitié. Donc il faut faire extrêmement attention au choix de ses sous-traitants et de ses prestataires. Et puis il y a une notion de gestion de crise, donc ça va avec la gestion de risque, c'est-à-dire que derrière, il faut être capable de déclencher un plan en cas de fuite de données. Et là, on parle bien sûr essentiellement des données très sensibles, où il faut avoir absolument un plan de gestion de crise. Imaginons, vous êtes un laboratoire médical, vous avez des milliers et des milliers d'informations extrêmement sensibles sur des milliers de personnes. Eh bien, si jamais, malgré tout ce que vous avez fait, vous avez une fuite de données, il faut que vous ayez un process de gestion de crise pour prévenir les gens, minimiser l'impact et faire le nécessaire le plus rapidement possible. Je vous ai mis, vous allez avoir le slide, on vous l'enverra suite au webinar. Je vous ai mis un certain nombre d'outils et de petits guides, notamment la CNIL qui a fait un très bon boulot sur cette partie RGPD et qui du coup a mis plusieurs guidelines qui vont vous aider justement à démarrer une démarche ou bien peut-être que vous avez déjà démarré et que ces outils vont vous filer un petit coup de main. Donc typiquement dans les choses intéressantes, il y a pas mal de guides, il y a pas mal de clauses à mettre dans vos contrats de sous-traitance et ainsi de suite. Il y a également des Excel pour tout ce qui est cartographie, donc je pense notamment à celui-ci. Je ne sais pas si je peux sélectionner. Ouais, je peux peut-être pas le sélectionner, mais pour vous montrer. Mais vous voyez guide pour la cartographie de vos traitements de données. Donc c'est un petit, c'est du Excel qui va vous aider à remplir justement la carte de où sont vos données personnelles, à quoi elles servent et ainsi de suite, pour être compliant RGPD, mettre en face les démarches bien sûr de sécurisation que vous mettez. Si jamais vous devez faire une analyse d'impact parce que vous êtes sur de la donnée massive, sensible et ainsi de suite, vous avez même un outil d'analyse d'impact, donc c'est un petit exécutable que vous pouvez lancer qui vous guide dans le process d'analyse d'impact. Il vous fait vous poser les bonnes questions, vous le remplissez, et à la fin il va vous donner un, un tableau de risque et du coup, vous allez pouvoir faire un plan de réduction de ce risque. C'est toujours l'objectif derrière. Vous avez des clauses pour la sous-traitance, des mentions,
et ainsi de suite, des informations sur le DPO. Donc voilà, la CNIL a fait un super boulot par rapport au RGPD, donc n'hésitez pas à regarder ces liens. Et comme le dit Léo, effectivement, on vous envoie le slide après le webinar, donc n'hésitez pas à aller visiter toutes ces informations. Grosso modo, attention à ne pas se tromper de projet. Quelques convictions qu'on a, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une question de système informatique et de sécurité du système informatique ou du système d'information au sens large. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros volet, on a tendance à beaucoup parler de RGPD côté juridique comme un sujet purement juridique, voilà, il faut mettre en conformité les contrats, etc. Sauf que derrière, il y a quand même tout un volet sécurisation de la donnée, sécurisation de la base de données, sécurisation des transferts, authentification, chiffrement, et ainsi de suite. Et ça, c'est purement un volet informatique. Donc la direction informatique et le département informatique doivent être complètement impliqués dans le projet. Et il y a des moyens techniques informatiques de sécurisation qui doivent être mis en place. Ça, c'est hyper important. C'est pas que du juridique. Et s'il y a un volet juridique pour informer le citoyen européen, une manière de mettre en place toutes les mesures, ça c'est sûr. Par contre, sur l'aspect sécurité, et c'est quand même un sacrément gros volet, il y a un gros, gros, gros volet informatique. Donc du coup, il faut embarquer les bons acteurs, c'est-à-dire qu'il faut embarquer le juridique, mais également des compétences en sécurité des systèmes d'information. Donc si vous avez un RSSI par exemple, il doit être clairement impliqué dans le projet RGPD. Et puis si jamais vous devez prendre un prestataire externe pour vous accompagner, notamment sur les analyses de risque, sur ce genre de choses, on fait bien sûr une analyse de risque qui est énormément l'accès informatique et pas juste une analyse de risque en termes juridiques. Est-ce que mes contrats sont carrés? Si on fait juste ça, on est à côté du RGPD puisqu'on a oublié complètement le penchant informatique dans le risque. Il n'y a pas que le risque contractuel. Donc pensez à bien embarquer les bons acteurs. Et puis en fait, vous pouvez déjà démarrer. Parce qu'en fait, le RGPD, c'est pas si compliqué, ça a l'air d'être un truc énorme. Mais en fait, il faut commencer par cartographier quel type de données j'ai, elle est où, qu'est-ce que j'en fais. Et ça, en fait, on peut déjà le faire en interne, commencer à cartographier ces données, commencer à évaluer rapidement est-ce que c'est de la donnée très sensible, est-ce que c'est de la donnée très massive, est-ce que j'ai vraiment un gros risque. Est-ce que j'ai déjà fait des démarches de sécurité? Est-ce que je suis déjà hyper carré? Si par exemple vous êtes dans une démarche 27001, bah dites-vous que vous êtes quasiment conforme RGPD, il va juste falloir faire un petit peu de documentation, de cartographie et de sécurisation, mais au final, vous êtes déjà quasiment en conformité. Ou est-ce que au contraire la sécurité c'était un petit peu un oubli pendant des années, c'était pas le critère numéro un, il va falloir vraiment s'y mettre. Auquel cas, bah, c'est parti, hein, il faut démarrer. Il faut bien penser que là-dessus, ce qui est très important, même si vous avez sécurisé, c'est de documenter. Hein. Il faut absolument montrer que la sécurité que vous avez mis en place, c'est pas un hasard, mais c'est adapté aux besoins. Donc il faut absolument que vous montriez que vous savez où est la donnée personnelle stockée, traitée au niveau de l'entreprise, quel est le niveau de sécurité qui a été mis en place et pourquoi il est conforme au type de données qu'il y a derrière. Donc ça, il faut l'avoir documenté en amont. Si jamais il n'est pas conforme, parce que vous apercevez qu'effectivement par rapport au type de données que vous avez, au niveau de sécurité, vous n'êtes pas conforme, ben montrez que vous êtes dans une démarche de sécurisation et que vous avez déclenché un plan de sécurité pour vous améliorer. Si vous faites ça, vous êtes clairement dans une bonne démarche RGPD et vous risquez pas grand-chose d'un point de vue amende, contrôle et ainsi de suite. Par contre, si vous ne le faites pas euh, et que vous avez un incident, c'est foutu. Donc, il faut bien commencer cette démarche, documenter où est ma donnée, quel est le niveau de sécurité en face, quel est le risque, est-ce que c'est adapté ou non, est-ce que je dois déclencher des actions, et dans ce cas, vous préparez un plan de sécurisation. Il n'y a pas de souci, on comprend que vous ne soyez pas à 100% de la sécurité dès le démarrage. Par contre, ce qu'il faut montrer, c'est que vous essayez d'y aller, que vous prenez conscience du risque et que vous faites l'effort pour avancer en termes de démarche. Du coup, pour avancer, ben, posez-vous les bonnes questions. Déjà, moi, une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que votre objectif, c'est juste du coup de vous mettre en conformité avec le RGPD, ou est-ce qu'au final, vous n'en profitez pas pour faire un projet de sécurité globale?
Puisqu'en fait, par rapport à ce qu'on vient de dire, il faut sécuriser l'authentification, il faut sécuriser les accès, il faut sécuriser le chiffrement, il faut sécuriser les serveurs, et ainsi de suite. Ben, en fait, ça, c'est de la sécurité au sens large, data de l'entreprise. Alors, est-ce que vous comptez vous arrêter aux endroits où il y a de la donnée personnelle, et vous allez voir qu'il y en a un petit peu partout dans le système d'information, ou est-ce que c'est pas l'occasion, peut-être, de faire un bilan global des risques, et du coup d'étendre? C'est vrai que moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand on traite un projet de sécurisation, ben, si je traite un projet où la base c'est de la sécurité data entreprise, je me retrouve avec de la donnée personnelle dans le scope indirectement. Et du coup, on fait un projet de sécurisation pour le RGPD au passage. Et puis, quand on fait un projet de sécurisation pour la donnée personnelle pour le RGPD, on se rend compte qu'on en profite pour sécuriser aussi beaucoup de choses autour qui sont de la data, parce que quand on va mettre des bonnes pratiques pour le RGPD, en fait, on va mettre des bonnes pratiques pour toute l'entreprise. Donc des fois, euh, l'investissement en fait pour aller un petit peu plus loin et sécuriser l'ensemble de la donnée entreprise et l'ensemble de l'entreprise, y compris ben voilà, la partie comptabilité, R&D et ainsi de suite, toutes les data métiers qu'il y a derrière, et bien en fait, ça va pas être un investissement beaucoup plus grand que de faire une démarche RGPD. Donc c'est peut-être l'occasion de se poser et de dire, bah tiens, voilà, on m'oblige à rentrer dans une démarche de sécurité pour la donnée des citoyens européens. Maintenant, euh, c'est ça s'arrête peut-être pas là et à y être à faire une démarche de sécurisation de mon entreprise. Est-ce que je vais pas au-delà et est-ce que je vais pas parler de sécurité un petit peu au sens global? Donc du coup, je vous ai mis dans le slide et je vais essayer de survoler ça assez rapidement. C'est plus pour vous donner des idées. Et suite au webinar, on vous enverra d'ailleurs un petit questionnaire de sécurité, d'auto-évaluation en gros, où on vous donne un petit peu des idées de questions à vous poser pour aller dans une conformité à la fois pour la sécurité de votre entreprise, mais du coup aussi pour le RGPD, puisque ça va être vraiment des questions à vous poser sur les zones où il y a de la donnée personnelle. Alors, quelques idées de ce qu'il va y avoir là-dedans, c'est déjà bah, la partie sécurisation des flux Internet. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là, puisque du coup c'est une zone qui est non maîtrisée. Est-ce que vous avez en place des choses comme de la catégorisation, du filtrage d'URL? Est-ce que du coup vous êtes capable de bloquer des choses comme des catégories qui s'appelleraient phishing, qui s'appelleraient site infecté, qui s'appelleraient command and control, donc pour tout ce qui est contrôle de botnet, et ainsi de suite, ou pas du tout? Est-ce que vous êtes capable de catégoriser pardon, ces usages? Est-ce que vous êtes capable de faire de la détection applicative, c'est-à-dire au sein d'un flux, détecter le type de transfert et la vraie application qui passe, et pas juste une IP, un numéro de port? Est-ce que sur ce flux qui est entrant, je parle d'un point de vue réseau, hein, vous êtes capable de faire de la détection anti-malware, et pas une fois que c'est sur le poste avec votre antivirus sur le poste, ça c'est très bien, il le faut, mais également en amont, au moment où le flux arrive sur l'entreprise, au moment où le fichier est téléchargé depuis Internet, est-ce que là aussi vous faites de la détection anti-malware? Est-ce que vous faites de la détection d'intrusion? Est-ce que vous allez détecter des tentatives d'exploitation de Flash Player, par exemple, du navigateur, des choses comme ça? Donc, c'est-à-dire que votre utilisateur va naviguer et en fait, on va tenter d'exploiter sa machine juste par un site web. On va tenter d'exploiter Chrome, on va tenter d'exploiter Internet Explorer, on va tenter d'exploiter son lecteur Flash. Et le but étant de prendre le contrôle de la machine et d'injecter un malware. Et si vous voulez être compliant RGPD, il va falloir vous poser toutes ces questions. Est-ce que mes utilisateurs peuvent facilement se faire infecter en surfant parce que j'ai rien mis en place et ces utilisateurs ont eux-mêmes accès aux données personnelles de citoyens européens. Et donc s'ils se font pirater leur machine, c'est directement les données personnelles de mes citoyens européens qui sont concernés et j'ai pas fait le nécessaire pour protéger les machines de mes utilisateurs. Donc je suis pas bon au niveau RGPD, je risque l'amende. Euh, donc ça, c'est des vrais sujets. Et puis en fait, de manière générale, parce qu'en fait, il y a d'autres données que les données personnelles des citoyens européens qui vont être concernées par ces fuites d'informations. Et puis prendre des malwares, c'est réinstaller des postes, c'est de la perte de temps et ainsi de suite. Donc protéger le flux Internet. Posez-vous un petit peu les bonnes questions. Là, je vous ai mis rapidement dans le slide, mais vous allez voir dans le petit livret sécu, c'est un petit peu plus détaillé. Il y a des petites explications par rapport à ça justement. Donc, vous pourrez faire une petite auto-évaluation de votre système. Même chose quand on va mettre de la donnée accessible de l'extérieur qu'on héberge vers Internet. Ça veut dire qu'il y a des gens inconnus sur Internet qui accèdent à des ressources de l'entreprise, et notamment, on va parler de ressources qui hébergent de la donnée personnelle, donc ça peut être, j'en sais rien, un CRM qui est publié sur le net pour que les commerciaux, quand ils sont à l'extérieur, ils puissent accéder au CRM, sauf que ce CRM, il contient de la donnée personnelle.
Ça peut être, si vous êtes un laboratoire médical, tiens, le serveur de résultats. Ben voilà, vous avez peut-être déjà fait une analyse médicale, vous pouvez vous connecter à une page web, consulter vos résultats en ligne. C'est un vrai sujet, hein, puisque il est accessible de l'extérieur par toutes les personnes pour consulter ces résultats, et donc il stocke les résultats médicaux de différents citoyens européens, donc directement concernés. Donc comment vous hébergez ces données? Est-ce que vous avez bien ce qu'on appelle une zone DMZ cloisonnée, qui va empêcher de faire du rebond, qui va sécuriser tout ça? Comment vous ouvrez sur Internet? Est-ce que c'est une ouverture n'importe comment ou est-ce que c'est identifié, limité, nécessaire en termes d'ouverture de port? Est-ce que vous avez des filtres là-dessus? Filtres de détection d'intrusion pour détecter les tentatives d'exploitation de vulnérabilité, voire du Web Application Firewall qui va être capable de détecter des attaques spécifiques au web, notamment de l'SQL injection, du XSS, des choses comme ça. Donc là aussi, il y a un gros sujet, surtout si ces serveurs qui sont mis à disposition de l'extérieur hébergent de la donnée personnelle. Mais de manière générale, c'est jamais agréable de se faire pirater un serveur. Donc, gaffe à la partie DMZ. Également une partie cloisonnement du LAN. Là aussi, est-ce qu'un impact sur un poste va pouvoir se propager dans tout votre LAN et infecter tout le réseau? Vous avez peut-être suivi toute la partie NotPetya et compagnie qui avait infecté des sociétés et mis à plat des réseaux entiers d'entreprises. Ça, c'est inadmissible, c'est parce qu'il n'y avait pas de cloisonnement du LAN. Donc, il n'est pas normal que parce que une usine en Ukraine est infectée, ça infecte l'intégralité de l'usine en Ukraine, et puis ça vient infecter X usines en France, et puis X usines dans d'autres pays européens, juste parce que j'ai eu un poste infecté en Ukraine dans mon usine. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un cloisonnement du LAN. Et là aussi, le RGPD va faire extrêmement attention à ça, parce que peut-être que vous allez faire tout un tas d'efforts pour sécuriser les données personnelles et les personnes qui accèdent à ces données personnelles. Mais si vous avez une faiblesse à l'autre bout du système d'information euh, qui peut rebondir sur votre système d'information principal et du coup sur les endroits où il y a vos données personnelles, vous êtes directement concerné. Et puis de manière générale, voilà, cesser la productivité complète d'une grande entreprise multisite juste parce que vous avez pris un malware sur un poste de travail dans un pays distant, c'est quand même dommage. Donc là aussi, posez-vous les bonnes questions en termes de cloisonnement du LAN. Est-ce qu'on va avoir un impact limité? Est-ce qu'on va avoir des frontières entre mes zones réseau? Et est-ce qu'on peut facilement passer ces frontières ou pas du tout, justement, parce que vous avez mis les bons filtrages? Et du coup, là, évidemment, on parle de firewall notamment, de VLAN, de choses comme ça. Alors, il y a un gros volet authentification. Là, il va falloir vraiment mettre à plat beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure. Pas de compte générique, centraliser les authentifications, bien gérer la partie mot de passe, mettre en place d'ailleurs de l'authentification forte en fonction de la criticité des données. Quelqu'un qui serait par exemple administrateur d'un accès qui contiendrait des dizaines de milliers de comptes de données personnelles de citoyens européens, potentiellement médicales et ainsi de suite, il est hors de question qu'il y accède avec juste un simple login mot de passe. Voilà, il faut absolument avoir des systèmes d'authentification fortes, par exemple avec validation sur le téléphone, des choses comme ça, puisque du coup, euh, ces accès-là sont extrêmement critiques d'un point de vue RGPD et données personnelles. Et puis du coup, c'est l'occasion, si vous mettez en place de l'authentification forte pour une compliance RGPD, de le mettre en place de manière générale pour toutes les données critiques auxquelles accèdent différentes personnes de l'entreprise, et du coup d'étendre le service là aussi à de la sécurisation globale et pas juste aux données personnelles. Il y a également toute la notion de désactivation d'anciens comptes. Est-ce qu'on révoque bien les accès quand quelqu'un part et ainsi de suite. Voilà, j'ai un employé qui quitte la société. Est-ce que ces accès ont bien été désactivés, hein, ce genre de choses. Donc là aussi, dans le petit livret sécu, je vous ai mis des petits laïus par rapport à cette partie authentification. Autre chose très importante au niveau RGPD, c'est tout ce qui est mise à jour, puisque du coup, des vulnérabilités informatiques, il y en a qui sortent quotidiennement. euh, Puisqu'il y a énormément de recherches qui est fait en exploitation de vulnérabilité. Donc les éditeurs de logiciels publient très régulièrement des mises à jour qui vont patcher des failles de sécurité. Et du coup, il est indispensable que tout ce qui pourrait toucher à de la donnée personnelle
soit patché à jour et au dernier niveau de patch de sécurité. Parce que en termes de RGPD, si vous avez un système qui n'est pas patché, qui a des vulnérabilités alors que ces vulnérabilités sont connues et que ces vulnérabilités auraient pu être patchées, ben vous êtes clairement pas compliant RGPD puisque vous n'avez pas fait le nécessaire en termes de sécurité. Voilà, il y a une vulnérabilité qui était connue, exploitable, où il y avait un correctif et vous n'avez pas appliqué le correctif. Donc vous êtes complètement responsable du piratage qu'il pourrait y avoir derrière. Donc avoir une vraie stratégie de gestion des mises à jour, c'est extrêmement important pour la RGPD et c'est extrêmement important de manière générale pour la sécurisation de l'entreprise. Antivirus, bien sûr. Bah alors antivirus, c'est un mot un peu vulgaire, hein. On va parler plus de solutions de sécurisation du poste de travail, puisqu'aujourd'hui, les antivirus ne font pas juste antivirus, mais vont beaucoup plus loin, vont être capables de vraiment sécuriser le poste. Et je pense notamment aussi à des postes nomades qui vont avoir du coup de la sécurité au niveau réseau, de la sécurité au niveau de navigation web, des choses comme ça. Donc avoir une vraie solution de sécurité du poste de travail qui est pareil adaptée au type d'information qui est accédée depuis ce poste. Et là, je parle notamment des postes qui accèdent à de la donnée personnelle. Il y a toute une notion de chiffrement qui est extrêmement importante également. Est-ce qu'on peut récupérer des données personnelles en clair comme ça? Est-ce que les accès distants transitent en clair? Est-ce que les logins mots de passe transitent en clair? Tout ça, c'est peu accepté au niveau RGPD. Là aussi, tout dépend du type de données qu'il y a derrière, mais plus on va être sur de la donnée sensible, moins ça va être accepté. Donc il va falloir réfléchir à des solutions pour stocker de manière sécurisée les informations en base de données, pour sécuriser les accès à ces informations. Donc éviter le HTTP, mais plutôt privilégier le HTTPS. Éviter les accès FTP, privilégier le SFTP ou le FTPS, des choses comme ça. Ne pas accéder directement à des infos, mais plutôt passer par des tunnels VPN IPsec, ce genre de choses. Donc il y a vraiment toute une notion de chiffrement, et puis bien sûr chiffrement des périphériques. Je pense notamment aux périphériques nomades, qui pourraient embarquer de la donnée ou des accès à de la donnée. Il est hors de question d'un point de vue RGPD que parce qu'on se fait voler un PC portable, potentiellement en démontant le disque dur, on a accédé à tout un tas d'informations qu'il y avait dessus, voire à des identifiants qui me permettent d'accéder à de l'information qui serait stockée côté serveur. Donc des solutions comme BitLocker, par exemple, sont là aussi à privilégier pour tout ce qui est post-nomade. Et puis du coup, ça sert au niveau global, hein. Et puis je vous ai mis quelques autres idées comme ça, elles sont un petit peu plus détaillées dans le volet de sécurité. Je savais qu'on serait un petit peu court en temps, donc voilà, le but c'était pas de tout détailler. Là, c'est de vous donner plutôt des idées, des pistes vers lesquelles aller, des choses à regarder pour commencer à vous auto-évaluer et voir si effectivement vous êtes en retard sur certains projets et que dans ce cas, il faut avancer et mettre en place des solutions. Donc il y a également la notion de sauvegarde, de plan de reprise d'activité qui peut être importante, tout ce qui est bring your own device, donc on entend par là des périphériques personnels d'utilisateurs, du coup qui n'appartiennent pas à l'entreprise, qui ne sont pas directement managés par les politiques de l'entreprise et qui vont accéder au système de l'entreprise et donc potentiellement qui vont accéder à de la donnée personnelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les gère? Il y a une vraie stratégie à mettre en place pour le BYOD. Soit on l'interdit, mais dans ce cas, il faut des vrais moyens de le bloquer. Soit on l'autorise, mais dans ce cas, il faut des vrais moyens de le sécuriser. Dans tous les cas, il ne faut pas l'ignorer. Mettre en place des politiques de sécurité, bien sûr. Sensibiliser les utilisateurs, c'est extrêmement important, que ce soit les sensibiliser à la donnée personnelle en elle-même ou les sensibiliser de manière générale à l'usage de l'outil informatique. J'entends par là à détecter des mails de phishing, à faire attention quand ils surfent sur Internet, à ne pas cliquer sur n'importe quel lien, à ne pas télécharger n'importe quel fichier. Et puis enfin, la gestion des prestataires et des accès des prestataires, puisque vous êtes responsable des fuites de données qui proviendraient de vos prestataires. Donc faire très 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 attention à qui chez mon prestataire accède à quoi dans mon entreprise, quand, comment c'est géré, comment c'est sécurisé, quels sont ses engagements à ce niveau-là. Il y a un vrai sujet sur la gestion des prestataires. Bon, ben, ça fait déjà une petite heure qu'on discute. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce volet? J'ai beaucoup parlé. Mais est-ce que ça vous éclaircit un petit peu la partie RGPD?
Ça vous permet d'y voir plus clair pour ceux qui avaient peut-être que survolé l'information. Est-ce que ça vous donne aussi des pistes sur quoi aller chercher en termes de sécurisation de votre système d'informatique? Est-ce que vous avez des questions, des points que vous souhaiteriez qu'on aborde maintenant? N'hésitez pas. Ouais, vous pouvez poser des questions dans le chat. Vous pouvez également prendre le micro si vous le souhaitez. Vous enlevez juste le mute. Et si jamais vous avez l'audio, pas hésiter à prendre le micro. Bon, des pistes intéressantes, tant mieux. Sachant bien sûr que si après vous souhaitez approfondir certains sujets, bah, justement pour réfléchir à des solutions techniques, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ou autre, vous n'hésitez pas bien sûr par la suite à nous contacter et on pourra travailler ensemble sur quelles peuvent être les solutions techniques, parce qu'à un moment c'est un peu ça aussi. Est-ce que vous avez déjà les bons outils dans l'entreprise et c'est peut-être juste une question de configuration pour avancer? Je pense notamment à des outils comme Active Directory que vous avez certainement tous, mais qui est peut-être pas aujourd'hui totalement bien configuré pour la partie authentification et qui pourrait être amélioré pour justement être bien compliant au niveau authentification. Et puis, euh, ben voilà, si après il y a des choses par contre où là vous êtes léger au niveau solution technique, ben on pourra vous donner des pistes et vous accompagner. Pas de souci, on vous envoie les slides par mail. Ouais, tout à fait, comme dit Léo, hein, n'hésitez pas à aller voir dans les liens de la CNIL. Vous allez voir, vous avez des outils, et notamment l'outil PIA à remplir, qui est un petit exécutable, qui est assez bien fait, et qui vous permet de commencer à remplir un petit peu toutes vos informations sur les données personnelles, et du coup à rentrer en conformité le plus rapidement possible, ou en tout cas à montrer que vous avez une démarche pour rentrer en conformité. Donc ça peut être un quick win. Mais de rien, content que ça vous ait plu. Voilà, exactement. Effectivement, c'est souvent le cas, hein. Une PME qui traite pas de données personnelles massivement, effectivement, qui contient de la donnée personnelle, obligatoirement, une société qui n'en aurait pas, ça serait quasiment impossible. Voilà, il y a vraiment cette notion de périmètre à mettre. Il faut adapter aussi le niveau de sécurité à ça. Si effectivement la donnée elle est minime, peu traitée, et c'est pas du traitement massif, qu'elle est aussi peu sensible, ben voilà, il faut juste que le niveau de sécurité soit adéquat. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ça open bar, mais ça veut dire qu'en fait, il suffit de mettre des solutions simples. On va dire, ben, je sais où est ma donnée, je l'ai identifiée, je sais qui y accède, voilà les personnes qui y ont accès et pourquoi elles y ont accès, parce qu'elles en ont besoin d'un point de vue métier. Et du coup, on va lister tout ça. Et puis derrière, on va montrer que voilà, c'est hébergé sur des serveurs qui sont à jour et ainsi de suite. Et du coup, ça peut aller très très vite pour être compliant RGPD dans ce cas-là, puisque ben voilà, il n'y a pas besoin de mettre non plus un gros niveau de sécurité par rapport à ça, mais il faut quand même faire la démarche. Voilà. Il y a quand même des choses à faire. Alors, données massives, combien? Voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu délicat. On va dire qu'il faut mettre le niveau de sécurité en fonction du risque qu'il pourrait y avoir derrière. Ce que j'entends par là, c'est qu'effectivement, si vous faites fuiter les données de quelques clients et que vous avez quelques dizaines de données personnelles de clients, c'est très gênant, hein, vous avez quand même fait fuiter de la donnée. Mais en termes d'impact et de risque pour les citoyens européens, ça va être assez contenu et la gestion de crise derrière et du risque va être facile. Si par contre vous faites fuiter de la donnée et qu'en fait ben, vous aviez, j'en sais rien, parce que vous êtes une société de marketing digital et que du coup vous êtes sur du site e-commerce et du surf grand public et que du coup ben, vous avez potentiellement 1, 2, 3 millions de
compte de citoyens européens dans vos bases avec des stats dessus et ainsi de suite, on n'est pas du tout sur le même niveau de masse, quoi. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans le lot, d'un côté, on a du Google et du Amazon hein, qui sont concernés, qui eux, grosso modo, ils ont les données de l'ensemble des citoyens européens, hein, on va pas se mentir. Et puis à côté de ça, vous avez effectivement la PME qui a les données de ses salariés et de quelques clients. Donc voilà, et entre deux, il y a toute une échelle. Et évidemment, le Google qui fait des milliards d'euros grâce à de la donnée personnelle et du remarketing et de la pub sur ses outils par rapport au traitement qu'il va faire sur ces millions de citoyens européens et qui fait des milliards de bénéfices, on attend de lui qu'il soit extrêmement carré en termes de sécurité de ses données et que ça ne fuite pas. Voilà. Et donc là, évidemment, Google, ils vont attendre un niveau d'exigence extrême en termes de sécurité. Et puis, il y a tout le panel intermédiaire. Alors, en tant que startup, les personnes qui doivent être identifiées doivent-elles être différentes? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles personne identifiée. Si on parle de tout ce qui est DPO, personne clé par rapport à la gestion de ces données, évidemment, quand vous êtes une petite société, vous faites avec les moyens du bord. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir des cumuls de fonctions, à savoir que le DPO n'est pas obligatoire, notamment sur une startup. Par contre, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable des traitements de données personnelles. Donc, ça peut être le gérant de la société et qui du coup qui est responsable et garant de ces données personnelles et qui doit faire l'effort de justement montrer qu'on a mis un niveau de sécurité. Puisque bien sûr, le RGPD s'adresse à des sociétés, aux multinationales, aux grands groupes, comme aux petites entreprises. Par contre, attention, hein, si vous êtes une start-up dans le marketing et où un des métiers numéro un, c'est le traitement massif de données personnelles de citoyens européens, il va falloir quand même mettre le paquet malgré le fait que vous soyez une start-up. En tant qu'éditeur de progiciel, on entre dans le cadre de la responsabilité du sous-traitant, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et comme le disait Léo, voilà, et là il va falloir se faire accompagner aussi côté juridique pour mettre tout ce qu'il faut d'un point de vue contractuel. Et puis derrière, bien sûr, faut être réaliste, c'est-à-dire qu'on va vous demander que sur votre solution logicielle, eh bien, vous soyez carré en termes de sécurité et que ce soit adapté à la donnée que vous stockez dans votre logiciel. Et du coup, si vous hébergez notamment pour vos clients ce genre de choses, et ben, vos clients sont en droit de vous demander ben, que votre solution ne soit pas piratable ou en tout cas que le niveau de sécurité soit adapté. Après, demain, vous faites pirater votre solution, mais c'était un cas de force majeure parce que vous aviez mis vraiment ce qu'il fallait en termes de sécurité et donc ben, vous ne pouviez pas vraiment éviter le piratage de manière réaliste. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de montrer que vous y avez pensé, que vous avez fait le nécessaire et que c'était adapté au type d'information que vous avez. Donc c'est là aussi où il y a un gros boulot côté sécurité informatique, mais il y a aussi du boulot côté juriste pour voir si le niveau de sensibilité de la donnée et puis tout ce qui est contractuel pour montrer à vos clients que vous êtes conforme. Vous avez Léo hein, à chaque fois qui vient compléter mes dires par des informations sur le chat, donc n'hésitez pas à suivre ces informations et les liens. Mais avec plaisir, content que ça vous ait plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas à nous recontacter. C'est avec plaisir qu'on y répondra.
Bon, si vous avez plus de questions, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Visiblement, ça a été le cas en tout cas des premiers commentaires qu'on a eus. Si jamais vous avez un sujet sécurité ou des questions relatifs au RGPD, pas hésiter à nous recontacter. Et puis, sinon, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne semaine. Merci à tous.